Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Lundi 18 juin à la une présidentielle en Égypte, Mohamed Morsi, candidat des frères musulmans, revendique la victoire avec 52,5% selon les résultats provisoires, peu après la décision de l'armée de dissoudre le Parlement. La conférence Rio+20 se prépare, c'est donc la dernière ligne droite pour le projet de texte final. Deux objectifs, l'éradication de la pauvreté et la préservation de l'environnement. Et puis 314 députés PS sur 577 après le second tour des législatives en France. La gauche dispose désormais des pleins pouvoirs. Le vote des Français du Cameroun et de la Guinée également dans ce journal. En Égypte, alors que les résultats officiels du duel électoral sont attendus pour le 21 juin, le candidat des frères musulmans, Mohamed Morsi, s'est déclaré président élu face à son rival Ahmed Shafik, le dernier Premier ministre de Hosni Moubarak. Quant à l'armée qui a dissous le Parlement et élargi politiquement son champ d'action, elle fait déjà face à une contestation dans le pays. Linda Robert. Entre tension et crispation, le cœur de l'Égypte balance entre deux rivaux. Le premier, Mohamed Morsi, est un ingénieur d'éducation occidentale, étiqueté religieux conservateur. Il a été adoubé par les frères musulmans. Le second, Ahmed Shafik, est un ancien ministre de l'ère Moubarak. Mais selon les premiers résultats partiels, le candidat des frères musulmans serait vainqueur. À son QG, des chiffres non officiels ont été avancés. Ces résultats ne sont pas définitifs ou officiels, mais ils viennent des délégués de presque 97% des bureaux de vote. Les pourcentages sont de 52,5% pour Mohamed Morsi, contre 47,5% pour le général Shafik. Le candidat s'est adressé à ses partisans lors d'une allocution à travers laquelle il s'est présenté en protecteur de la nation égyptienne. À tous ceux qui habitent sur cette terre, j'envoie mes vœux. Et c'est mon devoir d'être un frère pour eux, d'être un père pour eux, et d'être le citoyen égyptien qui, comme eux, porte leurs inquiétudes et se réjouit de pouvoir les servir. Cette déclaration intervient après la dissolution du Parlement par le Conseil suprême des forces armées ce dimanche. Le Parlement était dominé alors par les islamistes. Dénoncée comme un coup par les adversaires du pouvoir militaire, cette dissolution met à mal les aspirations de la population vers une plus grande stabilité. Peu importe qui l'emporte, le prochain président ne sera pas autorisé à dominer la scène politique ou à réinstaurer les pratiques de l'ère Moubarak. Je voterai pour le candidat qui rétablira la sécurité. C'est ce dont nous avons besoin dans le pays. C'est une question d'urgence. Les militaires au pouvoir depuis la chute d'Hosni Moubarak en février 2011 se sont formellement attribué le pouvoir législatif jusqu'à l'élection d'un nouveau parlement. Ce que les frères musulmans et les partis de la mouvance révolutionnaire contestent. En France, cela n'était pas arrivé depuis 1981. Le Parti socialiste est désormais détenteur de la majorité absolue à l'Assemblée nationale. La gauche dispose donc de tous les pouvoirs pour s'attaquer au redressement du pays. Des législatives également marquées par le retour du Front national dans l'hémicycle. Fatouma Garba. La joie est immense rue de Solferino, au siège du Parti socialiste, à la vue des résultats. La vague rose s'est étendue sur l'ensemble du pays après le second tour des législatives hier. Le PS obtient une majorité absolue avec 314 voix, malgré un taux d'abstention record de plus de 44%. Cette victoire, c'est d'abord celle de l'unité et du rassemblement, des socialistes, de la gauche et des écologistes. Et je voudrais remercier chacun de ceux qui ont permis cela. Le revers est de taille pour la droite parlementaire. Avec 229 voix, c'est le plus bas score depuis 1981. Des ténors tels que Claude Guéant ou Nadine Morano ont enregistré une défaite cuisante, même si l'UMP a limité la casse. Dès ce soir, à la tête de l'UMP, je m'engage à ce que nous incarnions une opposition républicaine forte au service des Français.
Une opposition responsable, mais vigilante et déterminée. Les législatives sont également le retour du Front National absent du Palais Bourbon depuis 1997 avec 2 sièges. Quant au centre, c'est la déroute. François Bayrou du MoDem a perdu son siège après 26 ans de députation. Le gouvernement a désormais les coudées franches pour faire appliquer ces mesures avec un carton plein pour l'équipe Héros. Seule ombre au tableau, le camouflé de Ségolène Royal battu par Olivier Falorni, dissident PS. La présidente de Poitou-Charentes, victime du tout sauf Ségolène, pense que c'est le résultat d'une trahison politique. Un échec retentissant du côté de Solferino, où déjà les dirigeants socialistes cherchent une alternative pour Ségolène Royal. Et parmi les électeurs, les Français de l'étranger qui ont eux aussi 11 députés qui les représenteront à l'Assemblée, une première. À Conakry, c'est sans empressement que les électeurs se sont mobilisés, contrairement à Douala au Cameroun, où c'est en nombre que les ressortissants français se sont rendus aux urnes. Paterno Ngolou. Une ambassade française ouverte un dimanche, ce n'était jamais arrivé ici à Conakry ou encore là à Douala pour des élections législatives. Les Français établis à l'étranger se sont rendus aux urnes pour élire leurs représentants. Une première. Je suis particulièrement fier et heureux de participer à une vraie révolution du système électoral français. C'est la première fois que des députés représenteront les Français de l'étranger. Ça fait des années qu'on attend d'avoir un représentant à l'Assemblée qui pourrait faire part de nos préoccupations. Que le meilleur gagne, nous souhaitons rester ensemble. C'est normal pour nous, pour tous les Guinéens qui ont la nationalité française, de venir voter aujourd'hui, en tout cas pour exercer leurs droits. Au total, 11 députés siégeront à l'Assemblée pour représenter les 11 circonscriptions des Français de l'étranger. Ils seront leur porte-parole au sein de l'Assemblée nationale. Les 193 pays membres des Nations Unies commencent à converger vers le Brésil en vue du tant attendu sommet Rio+20. Le projet de texte sur l'éradication de la pauvreté et la préservation de l'environnement qui sera soumis ce mercredi aux leaders de la planète était donc l'objet ce lundi d'ultimes et difficiles négociations. Paterno Ngolou. Dès mercredi, le monde entier aura les yeux tournés vers le Brésil. À Rio de Janeiro, où les dirigeants de la planète vont tenter d'apporter des réponses face aux risques qui pèsent sur l'écosystème. Mais à quelques jours du sommet, les délégués ne se sont toujours pas accordés sur le document final de la conférence. 116 seulement des 315 paragraphes du document préparé ont été validés par les négociateurs. Une question qui continue à susciter des réflexions. Rio+20 est l'endroit où les décisions sur l'avenir de notre planète, nos économies et nos moyens de subsistance pour les 10 ou 20 prochaines années vont être prises. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est pas durable. Il n'est pas viable socialement, économiquement et écologiquement. Les Nations Unies ont fixé 2 objectifs à Rio+20. Il s'agit de garantir le renouvellement des engagements politiques et d'évaluer les progrès vers les objectifs accordés au niveau international sur le développement durable en relevant des défis nouveaux et émergents. Les États membres devront renouveler leur engagement en faveur du développement durable. Il s'agit de réaffirmer les principes convenus il y a 20 ans et de s'engager à les honorer à l'avenir. L'énergie renouvelable représente un des enjeux majeurs de la conférence. Dans les pays en développement, cette énergie n'est pas accessible à tous. 1,3 milliard d'êtres humains restent à ce jour dépourvus d'électricité. Les participants tenteront ainsi d'apporter des réponses à la question qui, selon les experts, est liée à la pauvreté. Si le président français a prévu de se rendre à Rio en fin de semaine, Barack Obama, Angela Merkel ou encore David Cameron ne prendront pas part à la conférence. En Israël, les premières expulsions d'immigrés illégaux sud-soudanais ont eu lieu ce dimanche soir après décision judiciaire. Les organisations de défense des droits de l'homme montent au créneau. 1500 personnes sont concernées. Un retour au pays natal difficile pour certains. Linda Robert. À 4h du matin, dimanche, le mari de Marsa a été emprisonné parce qu'il est un immigré illégal. Maintenant, elle et ses 2 enfants sont forcés de quitter Israël pour le Sud-Soudan sans lui. Comment vais-je pouvoir y retourner avec mes enfants? Mon mari est en prison ici. Je leur ai dit que je n'y retournerai pas. Mon mari m'a dit que c'est ce qui allait se produire. Ce n'est pas ce que je veux. Marsa fait partie de cette première vague d'expulsés par avion en direction de Djouba, capitale du Sud-Soudan.
La semaine dernière, des centaines d'immigrés illégaux ont été emprisonnés. Les candidats à l'expulsion disent avoir de la fierté. Le pire pour eux est de demeurer dans un pays qui ne veut pas d'eux. Ils nous traitent comme des animaux. On est des êtres humains quand même. Bien sûr, nous avons notre pays, mais un jour, ils auront besoin de nous. Ils ont eu le choix entre partir ou aller en prison. Certaines ONG essayent de les aider. Même s'ils leur demandent de quitter Israël, même s'il s'agit de les déporter, il y a l'art et la manière de faire les choses. Vous ne pouvez pas humilier les gens, vous ne pouvez pas briser des vies et des familles. Vous pouvez les assister avec compassion et justice. Mais ce sentiment n'est pas partagé par tous. Le Premier ministre israélien s'est félicité de cette action. Ce soir, un premier avion partira en direction du Sud-Soudan, un autre décollera la semaine prochaine. Le gouvernement reconduira cette opération de rapatriement des illégaux vers leur pays d'origine. Le gouvernement dit que ce n'est que le début. Ils continueront de mettre aux arrêts et d'affréter des bus vers l'aéroport. Cela est perçu avec bienveillance par la population. Mais pour ces Sud-Soudanais qui disent au revoir à Israël à la hâte, c'est un vrai désastre. Marsa n'a pu recontacter son mari. L'efficacité de cette politique l'affecte profondément. Lancement au Cameroun des travaux de construction du barrage hydroélectrique de Memvele sur le fleuve Ntem dans la région du Sud. Livraison prévue pour 2016, coût de construction 420 milliards de francs CFA, de l'électricité qui pourra également être commercialisée dans d'autres pays de la sous-région. Correspondance Mélanie Béteb. 54 mois, c'est le temps qu'il faudra pour que le barrage hydroélectrique de Memvele voie effectivement le jour. Les travaux de construction du barrage de Memvele vont immédiatement démarrer par le premier ouvrage, c'est-à-dire la construction de la digue, qui fait 1850 mètres de longueur. Une fois que la digue est construite, on va la fermer pour faire ce qu'on appelle la mise en eau. Un grand réservoir de 15 km de long sur environ 1,5 km de large. Ce barrage, d'une valeur de 420 milliards de francs CFA, dont la pose de la première pierre a été faite par le président Paul Biya, charrie beaucoup d'espoir pour les populations locales. Dès le lancement des travaux, il y aura au moins 200 000 migrants dont nous serons inondés. On va assurer une couverture beaucoup plus large de notre sud Cameroun. Je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce projet, dont les études ont été lancées il y a 18 ans, va permettre de résorber le déficit énergétique camerounais, tout au moins dans le réseau interconnecté sud du pays. La production annoncée est de 201 MW d'énergie électrique. Une fois que la turbine est là, on la met en marche et on a l'électricité. Bon, maintenant, est-ce que tous les Camerounais vont en bénéficier? C'est un autre problème parce qu'il faut d'abord la transporter et aller l'injecter, soit à Mangombaïdea, soit à Oyoma Bangayaoundé. La construction de ce barrage aura pour effet induit, on l'espère, le désenclavement de la localité de Niabizane, située non loin de la frontière gabonaise et équato-guinéenne. Pour l'instant, rejoindre ce site est une véritable gageure. Et les invités à la cérémonie de pose de la première pierre l'ont appris à leurs dépens. Le bourbier ne leur a pas fait de cadeau. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Mais avant, je vous rappelle une des informations principales développées dans ce journal. En Égypte, les frères musulmans revendiquent la victoire de la présidentielle avec 52,5% selon des résultats provisoires. Quant aux militaires qui dirigent le pays depuis la chute de l'ex-président Moubarak, ils ont réaffirmé ce lundi leur engagement à transmettre d'ici fin juin, comme prévu, le pouvoir au président élu. Voilà, fin de ce journal. Tout de suite, retrouvez toute l'équipe d'Ahmed Parezo pour un nouveau journal des sports. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau tour de l'actualité.